territoire de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara. Messieurs et dames, bonsoir et très ravi d'être avec vous dans ce rendez-vous incontournable de l'actualité. Cela dit, conformément à sa mission de formation syndicale, idéologique et politique, le comité exécutif de l'UNUN a invité ses militants et militantes à une conférence afin d'être édifiés sur la coopération Niger-France. Une occasion offerte pour débattre sur un sujet d'actualité avec l'ambassadeur de France au Niger. Mamadou Soufou était avec Kantama Ibrahim pour ce compte rendu. On vous demande de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté, vous êtes replié au Niger parce que vous n'avez pas de résultats. Si, avec les autorités nigériennes, vous vous êtes appelés, est-ce que ces dernières sont prêtes à demander à la force Barkhane, ainsi que toutes les autres forces milices se trouvant sur le territoire nigérien, de quitter? Et dans quel délai? Nous voulons savoir. C'est à ce genre d'argument que l'ambassadeur de France au Niger s'est confronté face aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey lors d'une conférence. Un moment tant attendu par les étudiants pour étancher leur soif sur les perspectives et l'analyse de la coopération Niger-France. Le dernier intervenant disait qu'il y avait plus de soldats français que de soldats nigériens. Mais, excusez-moi, mais où est-ce que vous êtes allé trouver ce truc-là? Excusez-moi, mais sur quels éléments vous basez cette affirmation? Il y a aujourd'hui, pour ce qui concerne l'armée française, 1250 à 1300 hommes. Voilà. Sur ces 1300 hommes, il y en a une part principale qui est sur la base de Niamey, sous commandement nigérien. Les autres forces, qui sont des forces, je dirais, opérationnelles, et qui sont des forces combattantes, que je suis allé visiter il y a 10 jours à Wallam, sont sous le commandement des forces nigériennes. Aujourd'hui, les forces nigériennes, et je mets encore une fois au défi quiconque de venir me prouver le contraire, les forces françaises qui sont au nombre aujourd'hui à Wallam d'environ 150 à 200 hommes, sont dans le cadre d'une opération menée par le commandement nigérien, sous l'autorité de l'officier général commandant cette opération nigérien. Les forces françaises, les unités françaises qui interviennent sous le commandement des troupes des officiers nigériens, dans le cadre d'une politique de sécurité qui a été établie par le gouvernement nigérien et qui est mise en œuvre par les autorités militaires nigériennes. Ça, c'est, je suis désolé, mais ça, c'est la réalité et je peux vous la démontrer tous les matins. Quant au deuxième conférencier, la coopération Niger-France ne datant pas d'aujourd'hui, a toujours été une source de déséquilibre pour le Niger. Les relations entre la France et le Niger
ont connu des moments de tension déjà par le passé. Les premières tensions, c'est d'abord lié à la guerre du Biafra. C'est important de le rappeler parce que le Biafra était largement soutenu par le gouvernement français de l'époque. Le Niger, vu sa proximité avec le Nigeria, c'est un pays voisin. Malgré les multiples argumentations de l'ambassade de France au Niger sur la coopération franco-nigérienne, celui-ci n'a pas pu convaincre les étudiants. Le gouverneur de la région de Tawa a officiellement ouvert les travaux de la 3e session budgétaire au titre de l'année 2022 ce matin dans les locaux de l'hôtel de ville de Tawa. Le point avec El Hadji Awole Moumouni et Maman Sani Ousmane. Les assises de la 3e session budgétaire au titre de l'année 2022 se sont ouvertes ce matin. Dans son discours d'ouverture, M. Sani Naberni, président du conseil régional de Tawa, n'a pas cessé de remercier le gouverneur pour sa disponibilité et tous ceux qui ont accepté d'honorer de leur présence la présente cérémonie, avant de rappeler aux conseillers et à tous les membres du conseil régional leur rôle et le travail qui les attend pendant ces assises. À l'occasion de ces assises, le Conseil va statuer sur l'ordre du jour suivant. Examen et adoption du procès verbal de la 2e session ordinaire 2022, tenue du 23 au 26 août 2022. Présentation des activités de l'exécutif du Conseil en intersession. Communication du directeur des finances des collectivités territoriales sur la sincérité budgétaire. Présentation du niveau d'exécution du budget 2022. Examen et adoption du budget 2023 et divers. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, au vu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, je vous exhorte à être critique et constructif pour examiner ces points avec minutie, objectivité et réalisme en vue de doter notre région d'un budget consensuel et réalisable au grand bonheur de notre population. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, distingués invités, permettez-moi aussi de féliciter et d'exprimer notre gratitude à l'endroit des membres de la commission finances ainsi que l'équipe d'appui pour avoir élaboré le projet de budget 2023 qui sera examiné et adopté par les conseils régionaux. La commission finances, faut-il le rappeler, a pour entre autres missions l'examen de l'avant-projet du budget, l'évaluation de l'exécution du budget en cours, le suivi financier, pour ne citer que celle-là. C'est de par ces missions qu'elle a conduit le processus ayant abouti à ces propositions, des prévisions qui tiennent compte plus ou moins des réelles capacités financières de notre région. C'est avec cet élan qu'elle a arrêté les budgets de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 2023 de notre collectivité territoriale comme suit. Au titre 1, le budget de fonctionnement est arrêté en recettes et en dépenses à 498 514 211 francs pour l'exercice 2023 contre 499 246 718 francs pour l'exercice 2022, soit une réduction de 732 507 francs correspondant à 0,14%. Au titre 2, le budget d'investissement est arrêté en recettes et en dépenses à 1 264 782 751 francs pour l'exercice 2023 contre 1 279 135 485 francs pour l'exercice 2022, soit une réduction de 14 352 734 francs correspondant à 1,12%. Notez que le gouverneur de la région de Tawa a tenu un conseil d'usage envers le conseil avant de souhaiter plein succès à leurs travaux. Le centre hospitalier de Tawa a bénéficié d'un don estimé à plus de 60 millions de francs CFA offert par la cimenterie de Malbaza. Le point avec El Hadji Awole Moumouni et Maman Sani Ousmane. Le centre hospitalier régional de Tawa a bénéficié d'un don de matériel et de produits sanitaires offerts par MCC Malbaza, une société qui n'est pas à sa première donation dans la région
de Tawa. Monsieur Oumarou Aboubakar, directeur du centre hospitalier régional de Tawa, nous donne des explications sur la composition du don et même les actions du MSF au sein du CHR de Tawa. C'est essentiellement des matériels, donc des lits orthopédiques, du matériel orthopédique, des prothèses, du matériel pour la chirurgie maxillo-faciale et la stomato, comme on appelle donc les dents. Ce matériel est venu à un très bon point parce que les premières autorités du Niger, notamment à travers notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, est en train de s'engager pour le renforcement du plateau technique au niveau de tous les centres régionaux, notamment le nôtre. On était à un certain moment vraiment très comblé de voir que le ministère tient à faire de renforcement du plateau technique de CHR de Tawa vraiment une de ses priorités, entre autres, donc parce que le ministère n'est pas là seulement pour le CHR, il est là pour tous les CHR nationaux, mais par rapport à notre CHR, cet important matériel en tout cas qui nous est parvenu vraiment sera à point nommé pour renforcer le plateau technique, en tout cas en termes de matériel au niveau du CHR. MSF aussi, on a fait un plaidoyer avec MSF avec des indicateurs pour leur montrer qu'il y a une nécessité qu'ils appuient en moment de pic, donc le créni et la pédiatrie notamment, parce que c'est ce qu'ils font le mieux et c'est ce qu'ils savent faire. Donc vraiment, dans ce cadre-là, ils sont venus nous appuyer en ressources humaines. Ils sont venus d'abord, leur personnel, ils ont redéployé leur personnel ici. Ils ont fait d'abord une sorte d'exploration, ils ont vu qu'il y a un besoin et ils nous ont appuyés en ressources humaines. Avant, vous savez très bien ici qu'on avait un seul pédiatre et un seul médecin qui était sous contrat. Donc la pédiatrie et le crédit ne pouvaient pas fonctionner avec des ressources humaines insuffisantes. L'État, comme je l'ai dit en amont, est en train de tout faire pour renforcer ce plateau technique, notamment en matière de ressources humaines. Mais en attendant, pour cette période de pic, on a fait un plaidoyer avec MSF Espagne, notamment, et Moussa, qui ont fait une exploration, qui ont vu les nécessités d'appui. Ils sont venus nous appuyer en ressources humaines, mais aussi ils ont vu, on leur a présenté le problème de gestion d'hygiène, donc des déchets biomédicaux et des eaux usées. Donc on a fait un plaidoyer aussi pour qu'ils nous appuient dans la confection d'une zone de déchets. Donc une zone de déchets comporte l'incinérateur, le brûleur, le broyeur, la fosse organique, etc. etc. C'est une fosse qui nous permet donc de maîtriser tous les déchets issus, produits ici localement au niveau du CHR, parce que ces déchets ne doivent pas être acheminés ailleurs, ils doivent être détruits sur place. Donc vraiment MSF, au-delà de ça, il nous appuie en médicaments, en certains médicaments et en certains matériels biomédicaux aussi, tels que les glucomètres, les hémocues, etc. etc. Notez que ce matériel vient au moment où le CHR de Tawa a vraiment besoin. À la commune 5 de Niamey, une unité de production transforme du bois mort en pellet, un combustible sous forme de granulés utilisé dans divers domaines de la fabrication de pavés en plastique. Des détails dans cet élément du studio Kalangou. Les tricycles sont là pour circuler de quartier en quartier, pour observer, pour voir s'il y a des déchets, il y a des arbres qu'on a abattus, ou bien s'il y a des arbres qui sont tombés eux d'eux-mêmes, et puis de là-bas, eux, ils ramassent les tranches d'arbres depuis la main. Une grille de pellet est composée de deux machines, dont la machine à le broyeur et la machine à granuler. Au niveau de cette machine, nous transformons le cire en pellets, des petites brins de charbon que nous appelons du cire, du pellet plutôt. Après la transformation en grains, nous venons l'étaler au soleil pour une seule journée pour qu'il soit un peu sec et le tamiser pour enlever les petites poudres qui sont dedans. Et après ça, nous les pesons et nous les mettons dans les sacs.
jour, nous pouvons faire environ 8 à 10 sacs si les machines nous le permettent. Et le mois de fois, nous apportons au mairie garage, même que ce n'est pas suffisant, mais nous apportons au mairie garage deux fois 20 sacs de 60 kg. L'Union européenne déclenche de nouvelles sanctions contre le régime ukrainien réuni le lundi dernier à Bruxelles. C'est un reportage de l'Euronews. L'Union européenne déclenche de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Réunis à Bruxelles ce lundi, les ministres des Affaires étrangères des 27 ont visé des responsables de la répression brutale des manifestations qui secouent le pays. Parmi eux, le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi. Le rôle de l'Iran dans la guerre en Ukraine a également été évoqué par le chef de la diplomatie européenne. Nous insistons auprès de l'Iran pour qu'il cesse de fournir à la Russie des armes utilisées pour commettre des atrocités contre le peuple ukrainien. Il s'agit d'une violation claire de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les 29 personnes visées par les sanctions, figurent également des membres de la police des mœurs de Téhéran qui ont procédé à l'arrestation de Mahsa Amini, décédé lors de sa garde à vue le 16 septembre dernier. Selon l'ONG Iran Human Rights, la répression des manifestations a déjà fait au moins 326 victimes, dont 43 mineurs, et une première peine de mort a été prononcée contre un manifestant ce dimanche. Ouverture du G20 à Bali de la guerre en Ukraine était au cœur des débats. Euronews. C'est un sommet du G20 sous haute tension qui s'est ouvert ce mardi à Bali. Les dirigeants des 20 économies les plus développées du monde se retrouvent dans un climat économique et géopolitique tendu. Bien qu'elle ne soit pas au programme officiel, l'invasion de l'Ukraine reste au cœur des débats. Un sujet que son principal responsable, Vladimir Poutine, préfère éviter en annulant sa participation à l'événement. Les autres dirigeants présents restent cependant déterminés à publier ensemble un communiqué qui condamne fermement le conflit. Autre point de tension, la rivalité entre l'Occident et la Chine. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu en marge du sommet principal, notamment entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, au cours desquelles plusieurs questions ont été abordées. Vous avez évoqué celui du climat, pour n'en citer qu'un, et sans doute le plus prégnant, mais aussi les crises internationales comme la guerre lancée par la Russie en Ukraine, pour lesquelles le G20 constitue un format approprié. Xi Jinping n'a quant à lui fait aucune mention du conflit dans son discours d'ouverture, appelant plus largement la Russie et la Chine à maintenir leur coopération. Le dirigeant chinois a également rencontré pour la première fois son homologue américain Joe Biden. Au cours de cet entretien très attendu, les deux hommes ont abordé la question de Taïwan, des droits de l'homme et du conflit russo-ukrainien et se sont déclarés prêts à maintenir le dialogue malgré leur rivalité. Un sommet placé sous le signe de la résolution des conflits donc, après 2 ans et demi de pandémie de coronavirus. Revenons au pays cette fois-ci pour présenter la partie magazine de cette édition consacrée à l'analyse faite par Dambajisson Allah sur la fin de l'opération Barkhane au Sahel annoncée par le président français. Très bonne réception et à bientôt. La fin de l'opération de Barkhane, c'est l'un des propos tenus par le président français Emmanuel Macron. Dans tous les cas, pour moi, en toute honnêteté, c'est un non-événement de la pratique. C'est dans la forme, peut-être ils vont changer le nom, mais les forces d'occupation qui sont les forces étrangères sont toujours là. Elles n'ont jamais dit que ces forces vont quitter l'Afrique et qu'en réalité, c'est de ça que les Africains ne veulent pas. Qu'il y ait des forces étrangères et qui se croient en réalité comme les principaux responsables de toute sécurité de notre zone.
En réalité, c'est de ça que nous ne voulons pas. C'est pas que le nom de Barkhane, elle peut appeler ça même, pas Barkhane, elle peut nommer ça même l'opération française. Dans tous les cas, ça ne change à rien si réellement les forces d'occupation sont toujours là. Parce que le problème qui se pose aussi chez nous en Afrique, dans le contexte actuel de l'insécurité qui est en train de miner nos pays africains, dont c'est les responsables en réalité, dont la France fait partie des premiers responsables qui ont créé ce problème d'insécurité, c'est que ça dilue même la compétence de nos forces armées nationales. Parce qu'en toute action de bravoure, en toute action d'efficacité, on dit que toujours ils ont été appuyés par Barkhane. Or, on sait très bien que dans le fond de la chose, c'est réellement nos FDS qui payent le prix et c'est eux qui font le travail. Quand ça ne donne pas un résultat escompté, là vous n'entendez pas le nom de Barkhane, mais dès qu'il y a une opération extraordinaire qui atteste l'efficacité et la bravoure de nos FDS, on dit toujours qu'ils sont accompagnés par Barkhane. Nous disons très bien que il faut que les responsables, les autorités compétentes de la sous-région acceptent le principe que personne ne peut venir faire la paix chez nous. En réalité, personne ne va s'occuper de ce qui est de notre insécurité ou de notre sécurité. C'est à nous-mêmes d'être nous-mêmes et d'accepter le principe que notre propre sécurité doit être gérée par nous-mêmes. La preuve, s'ils sont capables de pouvoir gérer cette situation, ils ont fait combien d'années en Afrique? Ils ont fait combien d'années dans le Sahel? La situation ne fait que s'empirer. Pire, quand vous constatez, avant que l'affaire là arrive en Afrique, arrive au Sahel, vous n'êtes pas sans savoir que ça a commencé chez eux. S'ils peuvent régler ce problème, pourquoi leurs pays se sont frappés à chaque moment par la même insécurité des djihadistes? Donc c'est un non-événement, c'est de la géostratégie, c'est de la géopolitique, c'est juste pour faire endormir en réalité les consciences populaires du Sahel, pour faire comprendre en réalité que la France est revenue sur ce pas. Non, je vous garantis qu'en réalité, la France ne peut pas abandonner l'Afrique avec un simple discours. La France sait très bien que son salut se trouve toujours dans la politique franco-française. Elle aura des difficultés à vous dire un beau matin qu'elle a cessé l'Afrique. Non, seule l'Afrique, la France n'est rien. C'est l'Afrique que la France n'a rien. C'est l'Afrique que la France ne peut pas se promouvoir d'être une puissance. Donc c'est des choses que les gens ont engagées, ou les Africains ont engagé une lutte pour se libérer, en tout cas qu'ils ne se laissent pas divertir. En réalité, vous n'êtes pas sans savoir. Prenez la cause ou l'exemple aujourd'hui, allez-y vers le golfe de la Côte d'Ivoire, au niveau de la mer de Côte d'Ivoire. Allez-y, il y avait eu des maristes qui sont arrivés sur des bateaux de guerre. Et pourquoi, si la France compte quitter l'Afrique, et c'est maintenant qu'elle envoie même des armements lourds envers l'Afrique? C'est des choses, c'est de non-événements. Je pense bien qu'il faut que les Africains se disent une chose, que l'Afrique et la France en réalité n'est pas là pour créer les conditions dans sa politique politicien de créer la sécurité et d'abandonner et de libérer les pays africains. C'est au pays des Africains de créer les conditions à ce qu'ils soient libres, et toute liberté ça s'arrête, ça ne se donne pas. La France, quand elle nous donne complètement notre liberté, elle va tomber. Donc c'est un combat de longue haleine, c'est un combat que les uns et les autres se disent que le combat qui est en train d'être fait aujourd'hui, dites-vous bien, ce n'est pas notre génération qui va profiter, hein. C'est la génération future. Si on n'accepte pas de se sacrifier pour libérer la génération future, je vous dis que ce n'est pas pour quelque chose de 10 ans ou 3 ans que la France va abandonner complètement l'Afrique et dire que vous êtes libre. Non. Ils savent très bien que leurs intérêts coïncident avec nos intérêts, mais ce qu'on veut en réalité, c'est de créer au moins un équilibre. Un équilibre dans le rapport, de coopération entre nous et l'Europe, que l'Europe nous considère aussi comme des États responsables, qu'elle considère nos dirigeants comme des leaders responsables, qu'elle considère aussi nos populations comme des populations à part égale avec la population française dans ses intérêts, et qu'ils viennent. Dans tous les cas, l'Afrique n'a pas demandé, ou le Sahel n'a pas demandé qu'on le laisse lui seul, mais il faut qu'il y ait une relation, une coopération gagnant-gagnant. Faute de quoi, je pense bien que la France sera confrontée à cette frustration, elle sera confrontée à cet esprit et politique française, et c'est de bonne guerre. Les Africains ne vont jamais accepter, et le fait qu'en réalité ils vivent sur des richesses et qu'on leur dise qu'en réalité ils ne vont pas bénéficier de ces richesses, et c'est à l'autre parce qu'ils disposent de la technologie qu'il va en disposer, mais la technologie ça s'acquiert.
On n'est pas né avec la technologie. Aujourd'hui, les pays africains doivent se dire qu'en réalité, ils doivent développer la technologie afin qu'ils puissent savourer de plus belle leur richesse, au lieu de s'appuyer toujours sur les Occidentaux. La preuve, aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie, on a vu qui est qui. Et c'est le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner avec l'avènement des BRICS. Vous avez eu des puissances qui se regroupent au sein des BRICS. Et de l'autre côté, il y a les Américains avec les Occidentaux. Je vous dis que tout pays qui ne se dégage pas, qui ne prend pas ses responsabilités dans cette confusion de redressement ou du nouvel ordre qui veut se créer, je vous dis que si vous vous affiliez à une puissance qui, on ne sait pas, elle va gagner, elle sera dans le groupe de ceux qui vont gagner la destruction ou la modélisation de ce nouvel ordre mondial, je vous dis que votre perte est certaine. Et c'est pourquoi les pays africains, ou plus précisément les pays sahéliens, ils doivent se dire qu'ils sont pays d'abord souverains, et leurs leaders doivent se dire qu'ils doivent tirer leur épingle du jeu dans cette géopolitique et géostratégie qui risque de créer ou qui est en train de créer un nouvel ordre mondial. Parce que si vous suivez une puissance, vous ne vous affirmez pas en tant qu'État, vous suivez un pays, il part au finish dans le nouvel ordre mondial, il se retrouve dans le groupe des marginaux, mais on sera tous aussi des marginaux. Mais alors que si vous prenez votre position, conformément aux intérêts du pays, quel que soit Alpha, dans tous les cas, dans le nouvel ordre, vous allez être aussi respecté et votre pays va en profiter. Il faut que c'est le temps en réalité de profiter au maximum des pays qui sont responsables dans cette confusion et non de créer l'esprit toujours d'inféoder à d'autres qu'on croyait qu'ils sont en réalité l'omnipotent de notre vie. C'est faux. Ils ne sont pas l'omnipotents de notre vie. En réalité, nous devons nous affirmer en tant qu'être humain, nous devons nous affirmer en tant qu'intellectuels parce que nous n'avons rien en envie avec eux. Nous savons très bien que c'est qu'ils étaient en avance sur nous, sur la technologie, et nous pouvons être capables aussi de les rattraper à la matière si jamais on est décidé et on accepte d'être nous-mêmes. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.